Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 août 2026 et notre cher ami, notre frère Matthew Ho est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Bonjour Nima, ravi de vous voir. Ravi de vous voir, Matt. Et je vais commencer par... Je voulais vous poser une question géopolitique, mais avant d'y venir, je veux vous diffuser un extrait de Donald Trump parlant de ce qu'il appelle le Genius Act qu'il a signé. Je vais vous le lancer. Oui, le voilà. Cet été, j'ai promulgué une loi historique connue sous le nom de Genius Act. Je l'ai nommée d'après moi-même. Je ne voulais pas que qui que ce soit, je ne voulais pas utiliser mon nom, alors je l'ai simplement appelé le Genius Act, ouvrant la voie à une généralisation. Oui, où en est ce Genius Act, Matt? Oui, j'aimerais qu'il soit, disons, dans l'autodérision et la farce. Je veux dire, il y en a un peu là-dedans. Mais cet homme est tellement narcissique. Il croit vraiment que ces choses devraient porter son nom, vous voyez, peu importe ce que c'est. Des aéroports, des bibliothèques, des écoles. À Washington, on a le Kennedy Center, qui est le Centre national des arts du spectacle. Il porte le nom de Kennedy, en hommage au président assassiné John F. Kennedy. Et il continue d'essayer d'y ajouter le nom de Donald Trump. Je veux dire le narcissisme de Trump. Et puis la flagornerie, n'est-ce pas? La volonté de ceux qui sont proches de son pouvoir de se plier en quatre et de faire absolument tout ce qu'il faut pour essayer de lui faire plaisir, c'est tout simplement absolument révoltant. Alors oui, le problème, c'est que ce serait une chose s'il était simplement là-haut, à dire sur un ton un peu autodérisoire. Oui, ils l'ont appelé la loi génie. Enfin bon. Mais c'en est une autre, quand on réalise qu'ils ont structuré toute une forme de gouvernement, tout un mode de gouvernance autour de cet homme, qu'il faut satisfaire comme s'il était une sorte de bambin psychopathe. Et donc, vous avez toujours eu ce problème au cours de l'histoire. Qui va dire à l'empereur qu'il est nu? Et vous avez ici ce cas très concret. Je veux dire, on l'a vu avec des présidents américains. Les récits institutionnels sont si puissants qu'il est incroyablement difficile de fournir des informations qui les contestent. Je pourrais raconter des expériences personnelles à ce sujet, concernant l'Afghanistan par exemple. Mais aujourd'hui, avec Donald Trump, vous avez un problème. Vous avez un empereur fou, un président fou. Alors, on ne veut pas le contrarier. Ou alors, de l'autre côté, ceux qui l'entourent comprennent que la meilleure façon de rester au plus près du pouvoir et de s'enrichir eux-mêmes, c'est de lui faire plaisir. Donc oui, on s'en moque, on en rit. Mais c'est quelque chose de très, très dangereux. L'administration Trump a commencé avec une guerre qui se poursuivait, ou plutôt avec une guerre héritée de l'administration Biden. Puis ils ont lancé la guerre contre l'Iran. Et le détroit d'Ormuz reste à ce jour, à cet instant même, l'une des plus grandes difficultés, alors qu'il se passe beaucoup de choses entre les deux camps. Ils discutent, ils se frappent, les combats continuent, puis on voit l'Arabie saoudite attaquer le Yémen. Et dans le cas du Yémen, il y a, vous savez, la mer Rouge qui est fermée, Bab el-Mandeb qui est fermée. Cela signifie, là encore, une nouvelle forme d'escalade du conflit. Et puis on voit Israël attaquer, vous savez, la Syrie, attaquer la Syrie. Et ils disent que la Turquie renforce sa présence en Syrie. On a l'impression que chaque fois qu'on regarde la situation, elle s'aggrave, qu'elle s'étend d'une manière ou d'une autre. Il n'y a aucun recul dans ce qui se passe en Asie occidentale. Non, non. Et à l'échelle mondiale, c'est pire aussi. L'escalade se produit également à l'échelle mondiale parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que le détroit d'Ormuz. On parle du détroit de Bab el-Mandeb. Vous parlez du canal de Suez qui pourrait être fermé
par vous savez quiconque voudrait le fermer. Il suffit d'envoyer un drone et vous bloquez tout. Mais ajoutez à cela la mer Noire. Et donc, ces pressions sur l'économie mondiale dues au déficit d'approvisionnement pour toute une série de matières premières. On ne parle pas seulement des combustibles fossiles. Enfin, ce n'est pas, mais il y a aussi les produits agricoles, les produits manufacturés. J'ai vu l'autre jour, Nima, il y a quelques jours, l'évolution des prix des matières premières aux États-Unis sur un an. Et c'est saisissant. C'est saisissant. Et pour beaucoup de ces produits de base, vous savez, on parle des intrants d'un processus qui finit par aboutir à l'achat d'un produit par un consommateur. Donc on regarde ces intrants et à quel point les choses sont déjà coûteuses. Ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est l'un des chiffres tout en haut. Aux États-Unis, le fioul de chauffage a augmenté de 84% sur un an. Là, on est en août, donc ça va. Personne ne met le chauffage. Mais que se passera-t-il dans quelques mois, ou même dans 2 mois, en particulier dans le nord-est et le haut Midwest des États-Unis, quand les gens commenceront à chauffer leur maison? Mais on le voit aussi dans d'autres domaines. Prenez, par exemple, les pénuries de produits pétroliers raffinés, en particulier de diesel, et la hausse ou l'absence d'engrais. Cela crée 2 pressions inflationnistes sur les agriculteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Aux États-Unis, nous utilisons 4 millions de barils de diesel par jour, et nous faisons face à une pénurie mondiale de diesel. Et à cela vont s'ajouter tous les autres coûts que nous constatons dans l'ensemble des matières premières. Donc, jusqu'où cela peut mener en termes d'instabilité à l'échelle mondiale, c'est quelque chose dont je ne pense pas que les gens prennent vraiment la mesure. Je veux dire, ce qu'on a vu ces 6 derniers mois, les tensions qu'ont subies différents États occidentaux, sans même parler du monde en développement, du Sud global ou de tout ça. Pensons simplement aux États occidentaux, aux économies développées. Les tensions au Japon, par exemple. Regardez la crise du yen. Le président sud-coréen, dont nous avons déjà parlé, dit qu'il ne dort pas la nuit parce qu'il se demande d'où viendra son énergie. Mais il y a aussi les tensions internes, au Japon, en Europe et aux États-Unis, qui ont été aggravées par cette guerre. Et nous n'avons même pas encore vraiment vu les effets de ces déficits d'approvisionnement entrer en jeu. Alors, qu'est-ce que ça signifie sur le plan géopolitique? Il pourrait se passer énormément de choses. Et puis, si vous ajoutez à ça les endroits qui vont vraiment souffrir de ces pénuries, notamment les pays en développement et ceux du Sud global, vous vous dites, d'accord, s'il y a une crise énergétique qui se combine à une crise alimentaire dans certains pays peut-être moins stables, qu'est-ce qui peut se passer? L'idée que des pénuries alimentaires aient provoqué des crises politiques qui ont renversé des gouvernements, c'est une histoire très ancienne. C'est le genre d'histoire dont parlaient déjà les Romains. Alors, où tout ça peut mener? Bon Dieu, on l'a déjà dit, on a le sentiment de n'en être qu'aux premières pages du livre, ou peut-être au premier chapitre. But we're really looking at the beginning of this rather than certainly the midway point or end point. Il a tout réglé. Aujourd'hui, il veut régler le problème entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et il est impatient de s'attaquer à d'autres conflits. C'est vrai, oui je sais, je lui reconnais ça. Au moins, il parle de la Corée. C'est déjà ça. Et au moins, ce n'est pas l'administration Biden qui fait simplement marche arrière. Mais il dénigre la Corée du Sud. Oui, bien sûr qu'il l'est. Oui, bien sûr qu'il l'est, vous savez. Mais au moins, on en parle. J'essaie d'y voir le meilleur côté possible, je suppose, mais au moins, il y a un dialogue. Je veux dire, évidemment, je pense que la plupart d'entre nous considèrent... Enfin, je ne devrais pas dire la plupart d'entre nous. Beaucoup d'entre nous voient ce que Trump a fait pendant son premier mandat concernant la Corée, ses efforts diplomatiques
comme quelque chose de positif. Ça n'a rien donné au final. Et vous savez, l'administration Biden est clairement revenue à la posture américaine habituelle vis-à-vis de la Corée du Nord. Mais au moins, il y a eu une tentative. Et je pense que c'est de cela dont nous avons besoin davantage. Il nous faut davantage de tentatives de ce genre. Et peut-être aussi le temps qu'elles permettent de gagner pour que les choses changent. Si vous engagez un dialogue, ce dialogue n'aboutira peut-être pas directement à une forme de résolution. Mais il peut instaurer de la confiance et permettre de faire preuve de patience. Et en cas de crise, cela peut alors laisser davantage de temps s'écouler avant qu'une décision d'agir soit prise. Donc, quand on voit les réalités de la guerre moderne, quand on comprend à quel point notre planète est interconnectée de toutes sortes de façons, mais surtout sur le plan économique, cette idée de bon, au moins essayer de parler aux Nord-Coréens, sans pour autant chier sur les Sud-Coréens, mais essayer de leur parler, c'est une bonne chose. J'aurais aimé qu'il y en ait davantage, vous voyez, davantage d'efforts, disons, avec l'Iran, de cette manière-là. Mais bon, on verra. On verra ce qu'il fera avec nous. Il pourrait se frustrer et s'énerver. Il est très changeant, très imprévisible. Et je pense que sa santé mentale s'est détériorée, au point que je ne sais même pas s'il serait encore capable de réfléchir posément, même s'il le voulait. Je veux dire, son caractère explosif, dans un sens comme dans l'autre, se manifeste tellement dans son incapacité à maîtriser ou à filtrer ce qu'il dit. C'est devenu beaucoup plus marqué. Je veux dire, ça n'a jamais été formidable, loin de là. Mais nous en sommes à un point où, je crois, nous assistons vraiment à la détérioration mentale de cet homme. Où cela s'arrête-t-il? Et devons-nous endurer cela encore 2 ans et demi jusqu'à ce qu'il quitte ses fonctions? S'il décide de quitter ses fonctions, si ça ce n'est pas déjà en soi une situation de crise. Donc oui, je veux dire, je suis juste excessivement pessimiste, comme vous avez pu le constater. Mais je pense qu'au moins cette idée de faire un effort en direction de la Corée, vous savez, et ces manœuvres militaires sont provocatrices. Là-dessus, je suis d'accord, j'ai participé à ces manœuvres il y a 25 ans ou un peu plus. Ulchi Focus Lance, l'UFL, vous savez, ainsi que l'une des autres, je ne sais plus laquelle. Et oui, elles sont provocatrices. Elles le sont. Leur objectif même, c'est de détruire le régime nord-coréen et d'occuper la Corée du Nord. C'est l'objectif final de ces exercices. Alors, en quoi ce ne serait pas provocateur, je ne sais pas. Mais oui, davantage de dialogue que dans n'importe lequel de vos podcasts, vous savez, c'est ce que nous devrions encourager. Matt, nous avons reçu des informations selon lesquelles les États-Unis intensifient leurs activités aériennes près de l'Iran. Il est question de KC-135R et d'AWACS U-3B présents sur place pour recueillir des renseignements. De quoi s'agit-il? Quel est ce type d'activité? Oui, je ne sais pas précisément ce qu'ils font ici. Vous savez, je ne sais pas. Je veux dire, si c'était quelque chose d'immédiat, et je n'ai pas non plus les éléments sous les yeux, je dirais que dans ce cas, ces avions voleraient sans leur transpondeur. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'immédiat. Ils pourraient simplement les repositionner. Ils pourraient mener un certain type d'exercice. Ils pourraient faire tourner de nouveaux équipages et effectuer, vous savez, des vols de familiarisation dans la région ou autre chose. Je veux dire, beaucoup de choses différentes peuvent se produire ici. Mais l'idée générale, c'est que les Américains pourraient attaquer de nouveau et qu'ils attaqueront probablement de nouveau. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a vu ce changement chez les Iraniens d'une stratégie de dissuasion vers une stratégie de victoire ou de défaite, devrais-je dire. Autrement dit, au lieu d'avoir une stratégie dont l'objectif final est de faire en sorte que les Américains choisissent de ne pas attaquer à nouveau parce que les pertes ont été trop lourdes.
Americans choose not to attack again because the losses were so heavy, the region has been reordered. La région a été réorganisée. Leurs forces ont été redéployées d'une manière qui ne leur est pas favorable. Je pense que les Iraniens adoptent, et d'autres le disent aussi, n'est-ce pas? Les Iraniens eux-mêmes l'ont dit, une logique plus offensive. L'idée de la défaite, c'est de faire en sorte que les Américains ne puissent plus attaquer. Je pense donc que ce type d'exemple, le fait qu'il reste encore beaucoup de puissances de feu américaines dans la région, renforce l'idée que les Iraniens choisissent des stratégies offensives pour vaincre les Américains plutôt que simplement les dissuader. Depuis le début de la guerre, on a entendu à plusieurs reprises parler de l'utilisation d'armes nucléaires. La dernière fois, c'était ce dont parlait Marjorie Taylor Greene. À votre avis, à quel point est-ce sérieux s'agissant de l'emploi d'armes nucléaires? Et dans quelle mesure cela pourrait-il changer la donne pour Donald Trump? Partons de l'hypothèse qu'il va les utiliser contre, vous savez, la montagne de Parchin, qu'il va frapper l'installation nucléaire ou certaines installations militaires en Iran. Et l'autre point, Matt, d'après ce qu'on a entendu, j'essaie de trouver les meilleures sources, vous savez, de consulter les médias persans, c'est que, dans tous ces rapports sur la guerre jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à neutraliser une seule base militaire en Iran. Je parle de ces villes souterraines, de missiles et de drones. Toute l'opération a été un échec total. Ils ont frappé certaines entrées de ces villes souterraines, mais il semble que beaucoup d'entre elles avaient plusieurs entrées, vous savez. Il semble qu'il n'ait pas pu infliger beaucoup de dégâts à l'Iran, ni à sa capacité de riposter. C'est ça. Et les Iraniens savent qu'on va frapper les entrées, donc ils s'y préparent. On frappe l'entrée, et peut-être qu'elle s'effondre, ou qu'il y a un éboulement, que des rochers tombent et bloquent l'accès. Eh bien, vous avez des excavatrices prépositionnées pour les dégager, faire venir les engins lourds, rouvrir l'accès et remettre une nouvelle porte. Et c'est reparti. Combien de temps ça prend? Quelques heures? Une journée? Je veux dire, la préparation et la planification iranienne sur tout ça sont évidentes. Les Iraniens ont compris comment les Américains, les Israéliens et leurs vassaux arabes les attaqueraient, et ils s'y sont préparés. Ils se sont dit, voilà à quoi ressemble la force américaine. Voilà à quoi ressemble son armement. Voilà ce dont ces armes sont capables. Et donc, on va simplement, vous savez, ils vont les frapper, nous frapper, avec ces missiles à distance équipés d'ogives de 1000 livres. D'accord. Alors, à quelle profondeur faut-il creuser pour survivre à une ogive de 1000 livres? D'accord. Maintenant, creusez encore 5 pieds, juste pour être en sécurité. Voilà. Je veux dire, vous avez vu les deux camps se préparer de cette manière. Les Iraniens avec compétence, les Américains pas avec compétence. L'exemple que je donne, bien sûr, pour les Américains, c'est le Massive Ordnance Penetrator de 30 000 livres, le MOP, que les Américains ont largué dans une grande célébration à la fin de la guerre de 12 jours de juin 2025. Et cette arme a été conçue en substance pour cette guerre. Elle a été conçue avec l'idée qu'il nous faudrait quelque chose pour détruire les installations souterraines de l'Iran. Or, nous ne savons toujours pas à quel point cette arme a été efficace. Nous savons que les Américains pensaient que cette arme serait efficace. Ils n'en ont donc fabriqué qu'environ 2 douzaines. Et c'est tout. Voilà. C'est la même chose quand les gens demandent pourquoi les Américains n'ont-ils pas plus de Tomahawk? Pourquoi n'ont-ils pas mieux planifié avec davantage de JASSM en réserve, de missiles PRSM et tout le reste? Ils ne pensaient pas en avoir besoin. Ils ont cru les brochures commerciales de ces armes. Ils pensaient réellement que ces armes seraient précises, avec une puissance de feu suffisante pour détruire tout ce qu'ils voudraient viser. Et ils n'ont pas pris en compte le fait que les Iraniens connaissaient les armes dont nous disposions et qu'ils auraient conçu leur défense pour pouvoir résister à ces armes.
to be able to withstand these weapons. And the Americans had no plan B, C, D. Et les Américains n'avaient pas de plan B, C ou D. Donc l'idée, c'était que ces armes seraient tellement efficaces qu'elles neutraliseraient et détruiraient toutes les défenses iraniennes. Qu'en 1 ou 2 semaines, les Américains auraient la supériorité aérienne, puis rapidement la maîtrise de l'espace aérien. Et alors, nos avions non furtifs, les F-15, les F-16, les F-18, pourraient simplement survoler l'Iran comme ils le veulent et bombarder tout ce qu'il faudrait, n'est-ce pas? Et l'idée, c'était, ne nous inquiétons pas trop des villes de missiles, parce qu'à terme, on pourra envoyer une formation de F-15 au-dessus et leur faire larguer chacun 12 000 ou 15 000 livres de JDAM sur ces villes de missiles. Et c'est comme ça qu'on les détruira. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été capables de le faire, parce qu'ils ne peuvent pas faire entrer les F-15, les F-16 ou les F-18 en Iran. Parce que ces JASM, ces Tomahawk et ces PRSM n'étaient pas aussi efficaces, là encore, que les brochures commerciales l'annonçaient. Et vous savez, c'est là qu'on voit la différence entre un commandement compétent et un commandement incompétent. Maintenant, votre question sur les armes nucléaires ou vos remarques à ce sujet. C'est là que ça devient très dangereux, parce qu'on parle de ce qu'on appelle des armes nucléaires utilisables. Et les Américains en ont 2. Il y a la bombe gravitationnelle B-61, puis l'ogive B-76-2, qui équipe nos sous-marins nucléaires lanceurs de missiles. Ces 2 armes ont une puissance plus faible, donc une force explosive moindre que la bombe d'Hiroshima. Celles embarquées sur les sous-marins lanceurs de missiles font un tiers de la puissance de la bombe d'Hiroshima. Pendant ce temps, la bombe B-61 qu'un B-2 larguerait dans ce cas-là ne représente qu'une fraction de cette puissance. La bombe d'Hiroshima faisait 15 kilotonnes. La B-61 peut avoir une puissance aussi faible que 0,3 kilotonnes, donc une fraction de cela. Et quand j'ai commencé à entendre ce terme, non pas de manière sarcastique ou ironique, armes nucléaires utilisables, c'était vers la fin de la seconde moitié de l'administration Obama. Et le problème, Nima, c'est que voilà pourquoi nous ne devrions pas balayer cela d'un revers de main en disant que Marjorie Taylor Greene ne sait pas de quoi elle parle, que seul un fou comme Donald Trump utiliserait une arme de ce type. Eh bien, nous avons effectivement un fou comme Donald Trump au pouvoir. Donald Trump est au pouvoir. Mais l'idée, c'est que ces armes nucléaires utilisables ont été conçues pour une mission. Être employées contre des États nucléaires voyous disposant d'installations qu'il fallait détruire avec certitude. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'était d'utiliser une arme nucléaire de faible puissance. Ces armes ont donc été mises en service. Une doctrine a été élaborée autour d'elles. Elles ont été établies comme des usages légitimes de l'arme nucléaire. Et aujourd'hui, nous sommes réellement dans une situation où la mission pour laquelle on parlait de ces armes nucléaires utilisables il y a 10, 12, 15 ans est devenue une réalité. Donc la question ne se résume pas à convaincre Donald Trump d'utiliser ces armes. Ce serait assez facile à lui vendre, non? Monsieur Trump, vous savez, Monsieur le Président, cette arme ne représente qu'une fraction de la puissance de la bombe d'Hiroshima. Ce n'est même pas vraiment une arme nucléaire. Le rayon de l'explosion est très réduit. Il n'y aurait presque pas de retombées. Et cela scellerait essentiellement le mont Parchin pour toujours. J'avais peur qu'il fasse ça dès avril, disons, à Ispahan. Et on voit bien comment cela pourrait être vendu à Donald Trump, avec des encouragements du genre. Monsieur le Président, vous seriez le premier président américain depuis Harry Truman à avoir le courage d'utiliser une arme nucléaire. On voit bien en quoi cela pourrait séduire Donald Trump. Mais le problème qui s'ajoute à cela, c'est que c'est précisément pour ce type de mission que ces armes existent. Donc, si les gens comptent sur une chaîne de commandement militaire américaine pour dire « Eh bien non,
nous n'allons pas utiliser d'armes nucléaires. Eh bien, c'est précisément la mission de ces armes nucléaires. Peut-être qu'un ou deux officiers dans cette chaîne de commandement diraient « Non, je ne ferai pas ça », mais beaucoup d'autres seraient prêts à l'exécuter. Parce que, encore une fois, c'est pour cette mission que ces armes ont été conçues. This is the mission that these weapons were built for. Pensez-vous que l'utilisation de ces armes nucléaires puisse résoudre la situation? Imaginons qu'il atteigne sa cible, qu'il réussisse d'une manière ou d'une autre, mais il y aura des conséquences à l'emploi de cette arme nucléaire. Comment voyez-vous cela? It doesn't resolve it, right? It doesn't resolve it. Ça ne résout pas le problème, n'est-ce pas? Ça ne le résout pas. Et combien faudrait-il en larguer? Donc peut-être que l'idée n'est pas d'obtenir la capitulation des Iraniens. On ne sait pas. On ne sait pas ce que la Maison-Blanche en pense. On ne sait pas si la Maison-Blanche pense qu'une arme nucléaire forcerait les Iraniens à capituler. Alors j'imagine que l'argument serait que son utilisation affirmerait notre domination, que nous irions tout en haut de l'échelle de l'escalade, et que les Iraniens ne seraient pas capables de répondre, qu'ils reculeraient. C'est peut-être l'un des arguments. Moi, je pense pas que ce soit le cas, pas du tout. Combien d'armes nucléaires faudrait-il utiliser? Vous le faites sur la montagne de Parchin, vous le faites sur ces villes de missiles. Combien faudrait-il continuer à en utiliser? Donc, je vois pas là un argument valable en faveur de leur utilisation. Cela ne veut pas dire qu'ils ne les utiliseront pas ou qu'ils ne feront pas valoir cet argument. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui conduirait à une capitulation iranienne. Je veux dire, je pense que les Américains pourraient larguer une bombe nucléaire sur Téhéran. Les Iraniens ne capituleront pas. Peu importe. Cela ne détruira pas la volonté politique de cette nation et de son peuple. L'autre aspect, l'autre côté de la question, Nima, c'est que je pense que vous avez l'idée que ce serait le grand feu d'artifice final pour mettre fin à la guerre. Comme les B-2 qui font le tour du monde et larguent les MOP à la fin, vous savez, pour mettre fin à la guerre de 12 jours en juin dernier, ou en juin 2025. Vous utilisez une arme nucléaire, même effet. Donc, de la même manière, l'argument serait le suivant. La montagne de Parchin est condamnée. Les Iraniens ne pourront jamais l'utiliser. Nous avons largué la bombe nucléaire et maintenant notre travail est terminé, n'est-ce pas? Et cela donne au président Trump le grand final qu'il cherche pour sortir de cette guerre. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit ce qu'il recherche. Vous savez, je ne pense pas que Donald Trump cherchait un quelconque événement qui lui fournirait la preuve que la guerre est terminée. Je ne pense pas qu'il soit du tout dans cet état d'esprit. Donc, je pense que nous revenons maintenant à ce premier argument. Cela forcerait les Iraniens à capituler. Je pense que l'un des signes qu'il n'est pas disposé à mettre fin à la guerre, c'est quand il parle du Vietnam, de l'Irak, de l'Afghanistan. Combien d'années ces guerres ont-elles duré? Il se trompe toujours aussi sur ces chiffres. Il se trompe toujours. Ce n'est pas exact. Oui, 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 oui. Mais c'est ce qui se passe avec Donald Trump. Parce qu'après tout, vous voyez, d'un côté, il a des gens comme Pete Hegseth, Scott Bessent, qui lui fournissent toutes sortes d'informations. Et, selon ce que je comprends, il a lui-même des difficultés à saisir, à analyser toutes les informations qu'il reçoit. Et ça, c'est tellement grave. Je ne sais pas pourquoi tant de gens essaient de minimiser le personnage, les capacités de Donald Trump lui-même en tant que, vous savez, en tant que personne. Ce n'est pas, vous savez, parce qu'après tout, il semble que ce soit lui qui soit aux commandes. Et ce type dirige tout, du moins d'après ce que nous savons. Mais vous savez que ce type n'est pas vraiment capable de comprendre, de résoudre la complexité de cette question. Oui,
Je pense que c'est une réaction humaine de ne pas vouloir être soumis aux caprices d'un seul individu, n'est-ce pas? En tant qu'êtres humains, nous voulons une explication plus complexe, plus logique, plus rationnelle que simplement « il est fou », surtout quand il s'agit de géopolitique et de guerre, n'est-ce pas? Nous voulons quelque chose de plus élaboré, de plus réfléchi. Nous voulons une explication qui ait davantage de profondeur et d'ampleur. Sinon, nous sommes simplement en train d'assister à une guerre qui est la conséquence de l'intérêt personnel de Donald Trump, de son narcissisme. Ses décisions reposent entièrement sur les émotions qui lui traversent l'esprit ce jour-là. Et je pense que c'est malheureusement ce à quoi nous avons affaire ici. Bien sûr, on peut parler des Israéliens, on peut parler des Iraniens, des États du Golfe et de leur processus décisionnel, d'autres États aussi. Mais pour les États-Unis, je pense vraiment que la prise de décision, ou du moins son immense majorité, se joue dans la tête de Donald Trump. Oui, parce que vous ne voyez pas ça, par exemple, avec Vladimir Poutine. Pendant des heures, il parle avec la presse. Il évoque tous les détails, vous voyez, de manière logique. Il expose sa propre compréhension des choses et il donne du sens aux arguments qu'il avance. Vous ne voyez pas ça avec Donald Trump. Il force tout. Il veut dire, c'est différent parce que je l'ai dit. Oui, voilà. Et il y a aussi une cohérence. Si vous regardez d'autres dirigeants, il y a une cohérence dans leurs arguments, n'est-ce pas? Pas seulement Poutine. Regardez, vous savez, Starmer, en Grande-Bretagne. On peut ne pas être d'accord avec lui. On peut comprendre pourquoi il était le premier ministre britannique le plus impopulaire de l'histoire moderne, ou peu importe, et être surpris qu'il ait tenu 2 ans, ce genre de choses. Mais au moins, on voit une certaine forme de cohérence. On peut comprendre comment il prend ses décisions, comment il est fidèle à des idéologies, à des institutions, à des structures de pouvoir qui le dépassent. Et avec Donald Trump, on n'a pas ça du tout. Vous avez un homme dont la seule boussole, si l'on peut dire, c'est son intérêt personnel. Et maintenant, on en est à spéculer psychologiquement sur les raisons pour lesquelles il décide d'agir ainsi. Je veux dire, certaines choses me paraissent évidentes. Il aime garder le contrôle. Il veut apparaître comme celui qui déclenche cette guerre et qui y met fin, n'est-ce pas? Il veut apparaître comme celui qui lance les négociations, puis les arrête. Mais le fait qu'il n'y ait absolument aucune cohérence nous indique aussi qu'il n'y a absolument aucune stratégie. Je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, il a dit que les négociations étaient arrêtées. Je n'arrive même plus à suivre. Mais je pense que le meilleur indicateur, la meilleure preuve, c'est de revenir au mois de mai, je crois. L'amiral Brad Cooper, le chef du commandement central américain, l'organisation militaire responsable du Moyen-Orient, s'est présenté devant le Congrès. Et il n'a pas été capable de répondre aux questions qu'on lui posait sur ses ordres, sur sa mission, sur la stratégie. Il était confus et incertain. Je pense que cette prestation de Cooper aurait dû donner aux Iraniens plus de confiance que n'importe quoi d'autre pour continuer à combattre les Américains. Mais elle a aussi montré à quel point cet amiral chargé de la guerre n'a aucune idée de ce que son supérieur veut qu'il fasse. A-t-on une idée de ce qu'il essaie de faire concernant Gaza et la Palestine? Jared Kushner était sur place. Il a parlé avec des Palestiniens, à Gaza, avec le Hamas et avec Israël. Recevez-vous le moindre signe positif indiquant que quelque chose pourrait se produire? Non, je pense que Donald Trump ne veut pas en entendre parler. Je pense qu'il est content si Kushner et Witkoff sont contents. Je pense qu'il y a énormément d'enrichissement personnel là-dedans, comme dans tout ce à quoi ils sont mêlés. Donc, les projets immobiliers de Kushner et Witkoff qu'ils voient émerger du développement de Gaza, qu'il s'agisse de centres de données d'IA ou de complexes touristiques, ou de quoi que ce soit d'autre. Je pense que c'est là que Kushner et Witkoff se dirigent.
Et puis, ils sont aussi loyaux envers la cause sioniste. Et l'idée que Kushner aille négocier au nom des États-Unis, d'abord, Kushner n'est même pas un responsable américain. C'est un moins que rien. C'est juste le gendre du président, et il représente constamment les États-Unis d'Amérique. Enfin, ça devrait être une crise constitutionnelle parmi tant d'autres. Mais l'idée que Kushner est un ami de la famille Netanyahou, tout le monde connaît cette histoire, maintenant. Quand Kushner était enfant, Netanyahou allait rendre visite au Kushner, et Kushner cédait sa chambre pour que Netanyahou y dorme. Enfin, c'est ce qui se passe. Donc, au mieux, on a une déférence américaine envers ce qu'Israël veut accomplir. Et vous savez, plus probablement, c'est de la collaboration, non? C'est de la coopération. C'est avoir les mêmes objectifs. Vous savez, on voit ce Kushner parler de ce prétendu processus de désarmement du Hamas, du djihad islamique palestinien et des autres groupes de résistance. Et Kushner dit, regardez, c'est gagnant-gagnant. Soit ils rendent toutes leurs armes, soit cela donne à Israël une raison ou les preuves pour finir le travail, n'est-ce pas? Donc je ne pense pas qu'il puisse sortir quoi que ce soit de bon de tout ça. Vous savez, je pense que c'est la même chose. Ce sera la même chose que ce qu'on voit depuis des années avec ce génocide. Qu'il s'agisse de la coopération et du soutien de l'administration Biden ou, vous savez, de ce soutien et de cette coopération de la part de cette administration. Israël pense-t-il pouvoir vaincre la Turquie en Syrie? Ou bien veut-il déclencher une guerre? Et encore une fois, une guerre qu'il déclenche, puis laisse les États-Unis faire la guerre. Je ne sais pas quel serait leur calcul, parce que je ne vois aucune volonté aux États-Unis de s'en prendre à la Turquie ou de provoquer quelque conflit que ce soit. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je veux dire, les commentaires des Israéliens. Les Israéliens ont donc bombardé Idlib, en Syrie. Et les déclarations de Netanyahou, pas celles d'un responsable de la sécurité ou de quelqu'un simplement cité dans les médias, mais celles de Netanyahou lui-même, étaient les suivantes. Nous avons fait cela parce que les Turcs allaient déployer des troupes en Syrie. Et c'est une bombe. C'est une menace très grave pour la sécurité d'Israël, etc., etc. Je veux dire, les Israéliens sont obsédés par les Turcs. Évidemment, les Turcs ont leurs intérêts. Désolé de vous interrompre. Il ne s'agit pas seulement de Benjamin Netanyahu, de Naftali Bennett, de tous ces gens-là. Exactement. Ils sont obsédés. Ils sont obsédés par la Turquie. Et les Turcs ont bien sûr leur ancien empire. Ils ont leurs illusions sur ce qui pourrait redevenir cette mentalité impériale qui sommeille dans leur vie politique. Et Erdogan, on le sait tous, adore parler à tort et à travers. Mais l'idée que les Turcs fassent réellement quelque chose, l'idée qu'ils vont abandonner la bonne position qu'ils occupent aujourd'hui, au cœur, au centre du monde. Vous savez, je pense que les Turcs tiennent à leur place, pas seulement géographiquement, mais aussi politiquement. C'est une nation qui entretient des relations avec plusieurs pays, qui fait partie de l'OTAN, mais qui aspire aussi à faire partie des BRICS, n'est-ce pas? Donc, je pense que cette idée peut être très dangereuse. Vous savez, le premier ministre afghan Daoud, dans les années 70, disait qu'il allumait ses cigarettes américaines avec des briquets soviétiques. Regardez à quel point ça a bien marché pour, vous savez, les Afghans. Donc oui, cette idée selon laquelle la Turquie représente une menace directe pour Israël, on peut évidemment en parler. On peut la mettre sur le papier. On peut dire comment une confrontation pourrait avoir lieu entre ces deux puissances et qui sera le maître du jeu au Moyen-Orient. L'idée de la Syrie comme champ de bataille par procuration ne disparaît certainement pas. Je pense qu'une chose qui ressort de cette guerre plus large contre l'Iran, de cette guerre au Moyen-Orient, on ne devrait pas l'appeler une guerre contre l'Iran, on devrait l'appeler la guerre du Moyen-Orient, n'est-ce pas?
c'est que les champs de bataille traditionnels, par procuration, au Liban, en Syrie et en Irak, ne vont pas disparaître. Ils vont continuer à être ces champs de bataille par procuration. L'idée, c'est peut-être que les Israéliens poussent suffisamment les Turcs et que les Turcs mobilisent leurs forces, vous savez, en Irak et en Syrie, pour faire pression sur les Israéliens. C'est peut-être ça qui obsède tant les Israéliens. Je ne sais pas si Shara ferait ça. Les Turcs devraient-ils alors destituer Shara? Je veux dire, Shara, encore une fois, n'essaye pas seulement d'allumer une cigarette américaine avec le briquet de quelqu'un d'autre. Il a environ 5 ou 6 cigarettes qu'il essaye d'allumer. Et il est dans une position très précaire. Il y a eu, semble-t-il, une tentative de coup d'État contre lui, ou au moins une tentative d'assassinat contre lui, la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours. Il y a des factions au sein même de son organisation qui n'aiment pas à quel point il est conciliant envers les puissances extérieures. Elles n'aiment pas qu'il porte un costume. Il ne se fait plus appeler Al-Jolani. Il y a aujourd'hui en Syrie de vrais problèmes que différentes nations peuvent exploiter. Alors, est-ce cela qui préoccupe tant les Israéliens? Ou bien est-ce simplement, et je pense que c'est le cas, les Israéliens qui sont les Israéliens, la puissance expansionniste et belliqueuse qu'ils sont, et qui cherchent donc simplement à se lancer dans le prochain conflit possible. Dans beaucoup de leurs esprits, cette guerre contre l'Iran est déjà... Je ne sais pas si les Israéliens acceptent pleinement ce qui se passe ici, mais, clairement, leur empressement à s'engager dans un conflit avec la Turquie, à présenter la Turquie comme le prochain Iran. Encore une fois, comme vous l'avez dit, Nima, ce ne sont pas seulement 1 ou 2 personnes. Ils sont nombreux à le dire. Donc on verra ce qu'ils feront. Mais cette idée concernant la Turquie, de savoir vers où elle va. Enfin, je ne devrais pas dire qu'ils sont attachés à... Je veux dire, évidemment, la manière dont les Européens les traitent, le fait que les Européens ne riraient pas si les Turcs demandaient à entrer dans l'Union européenne, ce genre de choses. Mais l'idée que les Turcs basculeraient simplement dans une seule direction ne me paraît pas probable. Je pense qu'ils sont plutôt bien placés là où ils en sont actuellement. Matt, the case of Syria. Matt, le cas de la Syrie. Comment voyez-vous la politique des États-Unis en Syrie? D'une certaine manière, vous voyez, Donald Trump a essayé de se rapprocher de la Turquie. Il comprend la position de la Turquie. D'un autre côté, il sait que son principal objectif, sa principale mission, c'est d'aider Israël là-bas. Mais, il me semble qu'à un moment donné, on va avoir un grand affrontement, quelque chose d'important qui va se produire en Syrie. Vous savez, entre les deux camps. C'est là. On ne sait pas où ça va exploser, mais c'est là. C'est là. On voit les signes de ce qui pourrait arriver. On ne sait pas si ce sera demain, dans 2 semaines ou dans 1 an, mais ça arrivera si la situation continue comme ça. C'est ça. Et je suis d'accord. S'il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi. Je sais, c'est très utile pour tous ceux qui regardent ou écoutent, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord avec vous. Et je pense qu'il faut regarder ceci. Ce qui ressort de cette guerre, malgré l'opinion publique américaine, c'est un lien plus étroit entre Israël et les États-Unis, si vous voulez. Une armée américaine et une armée israélienne intégrées, plus promptes à la confrontation, sur la défensive, qui ressentent le besoin de remporter des victoires après cette défaite, tout en essayant de manœuvrer sur l'échiquier géopolitique. Et je pense donc que la Syrie devient l'endroit privilégié pour cela. Je veux dire, il y a évidemment le Liban. Il va y avoir cette confrontation avec le Hezbollah, que les Américains et les Israéliens fassent ou non assez monter la pression pour que le Liban se fracture de nouveau, dans une situation qui rappelle les années 70 et 80. Je ne sais pas, mais c'est aussi une possibilité. Ensuite, de l'autre côté, il y a l'Irak.
Cet abandon de l'Irak par l'armée américaine ne veut pas dire que les États-Unis ont abandonné l'Irak. D'abord, il faut se rappeler que l'Amérique contrôle les revenus pétroliers irakiens. Si les gens ne le savent pas, depuis un peu plus de 20 ans, depuis l'invasion et l'occupation, les revenus pétroliers irakiens transitent par New York. Ils passent essentiellement par la réserve fédérale américaine. Et les États-Unis est 80% du 1000% du imam. 80% of the revenue for the Iraqi government, and at the same time, then you have Et en même temps, il y a les problèmes de la politique irakienne, dominée par l'Iran, les questions confessionnelles, tout simplement le contre-coup des 25 dernières années, en gros. Et vous savez, là aussi, les choses peuvent atteindre un point critique. C'est pourquoi je dis que dans ces trois États, il reste ce potentiel. Il pourrait servir de champ de bataille par procuration pendant encore des décennies. Mais je pense qu'on voit ce partenariat israélo-américain, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais en tout cas, l'idée d'utiliser la Syrie comme espace pour cela, vous savez, en essayant d'utiliser une nouvelle fois les Kurdes. Bien sûr, il faudra voir ce qui ressortira de cette guerre dans les 2 prochaines années concernant les relations entre les États-Unis et les États du Golfe. Je ne pense pas que les États du Golfe soient prêts, pour l'instant, à abandonner l'une quelconque de leurs relations avec le gouvernement de Damas. Mais si l'on parle de savoir qui a le plus d'influence sur Damas, je pense qu'il faut toujours revenir à la Turquie. Et là, on y revient. On peut parler de la relation, de l'alliance, ou peu importe ce que c'est, entre la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan. On n'en a toujours aucun détail. On a quelques éléments vagues. Une attaque contre l'un serait une attaque contre tous. Mais, vous savez, les Houthis au Yémen continuent d'attaquer l'Arabie saoudite, et les Pakistanais comme les Turcs ne font rien à ce sujet. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Et je reviens toujours à cette idée, ça ramène à Damas. Et peut-être que c'est là qu'ils vont mener leur bataille dans ces espaces de guerre par procuration. Vous avez un bloc américain, israélien, peut-être un bloc arabe distinct, et puis bien sûr les Iraniens. Et c'est vers ça que cette guerre continue de se diriger. À quoi ça va-t-il ressembler? Est-ce que ce sera quelque chose qui couve à bas bruit, avec des assassinats de faible intensité, des attentats à la voiture piégée et ce genre de choses? Est-ce que ce sera une guerre civile, ouverte, une occupation étrangère? Il y a beaucoup d'incertitudes. Mais je pense que l'idée que ces pays continuent d'être les champs de bataille de ces puissances, c'est l'une des choses sur lesquelles je parierais. L'une des choses auxquelles la plupart des pays pensent en ce moment, Matt, c'est ce qui arriverait aux États-Unis et à ses bases. Et vous savez, alors que la guerre, que le conflit se poursuit, un nouveau rapport du Washington Post indique que le Pentagone évalue la manière dont il va poursuivre sa présence dans la région. Vont-ils se déplacer? Il parle essentiellement d'un transfert vers la Jordanie, l'Arabie saoudite ou Israël. Et quel impact cela aura-t-il sur le cas de la 5e flotte à Bahreïn, qui était si importante pour les États-Unis, vous savez, tout comme le Qatar était si important? Je dirais que au Koweït, à Oman, toutes ces bases sont tellement importantes. Mais là, il parle de se déplacer vers l'ouest. Ça veut dire qu'ils vont... Mais quand on regarde la situation, je ne vois pas vraiment de différence entre l'Arabie saoudite, par exemple, et le Koweït ou Bahreïn en ce qui concerne les capacités de l'Iran. Et comment voyez-vous la façon dont les États-Unis veulent redéfinir le nouveau, vous savez, le nouveau visage du Moyen-Orient après le conflit? Ou pendant le conflit, alors que tout se déroule sous nos yeux? Vous savez, on voit le cas de l'Arabie saoudite, ses propres problèmes, et le nouveau pacte, le pacte militaire qu'elle a avec le Pakistan et la Turquie.
they have with Pakistan and Turkey. You see the concern on the part of Qatari government, which they On voit only l'inquiétude du possible gouvernement way to get out qatari. of this conflict would be opening Ils savent the que la Strait seule of Hormuz. façon possible de sortir de ce conflit serait d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Et Et chaque pays a ses propres problèmes internes, qu'il s'agisse de son économie ou de sa sécurité. Puis il y a les États-Unis, qui étaient censés, avant le début de cette guerre, leur assurer une forme de sécurité, un parapluie sécuritaire pour tous ces pays. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comment comprenez-vous cela et la manière dont le Pentagone l'envisage? How do you understand it and the way that the Pentagon is thinking of it? If the Pentagon has any integrity, Si le Pentagone a la moindre intégrité, bien sûr qu'il redéfinira et réajustera sa présence dans la région. Ce que le Pentagone voudra faire se heurtera aux ambitions impériales américaines et à la réalité. L'Empire ne veut céder aucun terrain, aucun espace. Je veux dire, si vous revenez sur le Moyen-Orient au cours de ma vie, de la vôtre, disons, on a vu les Britanniques se retirer à la fin des années 70. Des pays comme Oman et les Émirats devenir souverains, retrouver leur indépendance. Et juste après, les Américains ont installé des bases dans la région, aussi dans le contexte de la perte du Shah en Iran. Donc pendant des décennies, l'Amérique avait 2 flics de quartier au Moyen-Orient, comme le disait Melvin Laird, n'est-ce pas? As Melvin Laird said in the Middle East, right? Jewish Israel and Persian Iran and the idea Israël juif et Iran perse. Et l'idée, c'était de contenir les Arabes. Donc, avec la perte de l'Iran, mais aussi la perte du contrôle britannique sur nombre de ces États, les Américains commencent à installer des bases. Et à partir des années 1980, les Américains créent le commandement central. Dans les années 1980, vous savez, l'idée, c'est d'avoir une présence militaire. Il y a la doctrine Carter, et ainsi de suite. On voit donc qu'il y a eu, par le passé, une évolution américaine sur cette question. Vous avez un accord avec les États-Unis selon lequel maintenir des bases en Arabie Saoudite est intenable, parce que cela donne une raison et une justification à Al-Qaïda. L'idée que les États-Unis occupent la Terre Sainte, n'est-ce pas? Je veux dire, on voit les Américains réduire fortement leur présence en Arabie Saoudite et la déplacer, par exemple, vers le Qatar. Donc, en 2003 ou 2004, vous avez la base aérienne d'Al-Udeid, la plus grande, je crois que c'est la plus grande, ou alors c'est Ramstein, en Allemagne. Mais enfin, on a vu les Américains prêts à déplacer leurs dispositifs. Sauf que ça a toujours été une expansion, n'est-ce pas? Pas un repli. Et donc, l'idée que les Américains regarderaient cela et diraient « Ces bases n'apportent pas de sécurité dans la région. Ces bases ne constituent pas une défense contre les missiles et les drones iraniens. Elles attirent les missiles et les drones iraniens comme des éponges. » On pourrait penser que les Américains abandonneraient toute leur conception de la région. Je ne pense pas que ce soit possible. Je pense qu'ils sont très obstinés. Je pense qu'ils sont attachés au XXe siècle pour un certain nombre de raisons. Il y a en partie les profits du complexe militaro-industriel, mais aussi tout simplement leur façon de penser. Et puis, encore une fois, quel empire abandonne un jour un territoire sans y être contraint? Donc l'idée d'une consolidation en Jordanie et en Israël, je pense que c'est quelque chose que nous verrons. Peut-être que certains moyens seront déplacés plus à l'ouest, vers Chypre par exemple, ou ailleurs dans ce genre. Mais on peut aussi s'attendre à ce que les Américains regardent cela et se disent « Ces bases étaient sans défense. Nous avons dû les évacuer. Elles ne servent à rien, là encore, si ce n'est à attirer les missiles et les drones. » Nous ne pouvions pas opérer à partir de là. Notre marine ne pouvait guère faire plus que lancer des Tomahawk et des F-18 tirant des missiles à distance de sécurité. Les porte-avions étaient maintenus à 1000 km des côtes iraniennes. Nous devons repenser tout cela. Nos avions pilotés n'ont pas pu pénétrer en Iran. Ce sont en gros des plateformes de lancement d'armes à distance. Nous devons repenser cela. La pièce maîtresse de tout ça, c'était nos avions ravitailleurs. Si nous les perdions, ou si nous perdions ces bases,
nous ne pouvions pas mener d'opération. Alors, on pourrait penser que les Américains diraient « Hey, débarrassons-nous des avions pilotés, débarrassons-nous de ces porte-avions. À quoi servent-ils? Je veux dire, nous ne pouvons pas les ravitailler. Nous ne pouvons pas les maintenir en mer aussi longtemps que nécessaire. » Ils demandent trop de maintenance. On ne peut pas les faire tourner, les retirer, puis les remettre en service, selon un calendrier réaliste pour nos opérations de combat. Débarrassons-nous-en. Et avec tous ces centaines de milliards, ces milliers de milliards de dollars que nous économiserons, réinventons l'armée américaine pour le XXIe siècle. On pourrait penser que c'est ce qu'ils feraient s'ils étaient sains d'esprit, s'ils étaient rationnels, s'ils n'étaient pas corrompus et serviles. Et si les généraux et les amiraux étaient moins préoccupés par l'idée de décrocher un poste chez Lockheed ou Boeing après leur retraite que de commander réellement une armée américaine capable non seulement de gagner des guerres, mais aussi, peut-être, de les mener pendant plus de 2 mois d'affilée. Mais on ne verra pas ça. Je pense donc que la réalité de ces bases sera davantage décidée par les États eux-mêmes, les États du Golfe. Ce sera donc à Koweït, Bahreïn, Qatar, l'Arabie saoudite et les Émiratis de décider si ces bases américaines restent ou non. Et vous savez, je pense que les Américains, dans leur obstination, dans leur manque de discernement, reconstruiront ces bases. Je pense qu'ils le feront parce que c'est ainsi que fonctionne l'Empire. Nous avons une armée du XXe siècle. Ils s'y tiendront. C'est ce qu'ils connaissent, vous savez. Plutôt que de peut-être reconstruire l'armée pour réellement mener les guerres du XXIe siècle. Mais je pense que quoi qu'il arrive, vous verrez davantage d'investissements américains en Israël même et aussi en Jordanie. Oui, merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Très bien, merci Nima. Thank you, Nima.